Good morning. So welcome to this session on net zero from commitments to concrete actions. My name's Sagarika, and it's a real delight to be here with you today. You've had train strikes, you've had protesters, and you're still here. So thank you very, very much. We are going to run this session in a hybrid language format, which I think is very innovative. So I am going to be speaking in English, and my colleagues will be speaking in French. And we hope to have an audience Q&A, but it just depends a little bit on the timing. So firstly, what's this session about? It's about, well, 1 year after so many net zero commitments made, what does it all mean? What changes practically are we actually seeing? And I'm delighted to introduce our speakers today. Fantastic lineup. And we have Anne de Clermont, who is Head of Group Investment Monitoring and Deputy Head of Responsible Investment at AXA Group's headquarters. And in her position, Anne manages ESG reporting and contributes to net zero ambitions on assets and all ESG-related investment topics. Welcome, Anne. And then next we have Jérôme Belin, who is CEO and co-founder of Removal Carbon. And Jérôme's firm specializes in designing carbon funds and carbon sequestration projects, including offsets. Welcome, Jérôme. Next, we have Aurore Gaufret, who is Head of Sustainable and Investment and Impact at CAPSA, which is a private investment platform for small and medium-sized enterprises with 7.4 billion euros in assets. And Aurore is also a lecturer in sustainable finance at Sciences Po Paris. And I've probably killed every single French pronunciation there. So thank you for your good humor. And finally, we have Jérémy Jousse, who is partner and head of ESG reporting at KPMG Advisory Services, and he also co-leads the French ESG Center of Excellence. Welcome, Jérémy. So just to get us going, I want to give a brief international perspective on what I'm seeing, particularly covering Race to Zero, a recap of what that was, GFANZ, which I'm sure you know about, and COP27, which is happening in 2 weeks. So Race to Zero, just to recap, what is this? It's a science-based campaign, and it's been supported by the United Nations. It defines a criteria and starting line for net zero targets and sets out the expectations of what good looks like. And within Race to Zero campaign, we have many net zero alliances. So it started, Net Zero Acetona Alliance actually predates the Race to Zero campaign and joined this. And then we also have now Net Zero Banking Alliance, Net Zero Asset Managers, Net Zero Insurance Alliance, Net Zero Investment Consultants, and also Paris-aligned asset owners. So what's the progress? The progress overall is, apart from just the finance sector, in Race to Zero, we have businesses, cities, states, regions, and there's about 11,000 different organizations now that have made these net zero target commitments. In the finance sector, we have about 550 financial institutions across the banks, investors, etc., that have made these net zero commitments. And in terms of delivery on these net zero targets, this year and over last year too, in total, about 200 interim net zero targets, so they're either 2030 or 2025 targets, towards 2050 have been set and published, which I think is absolutely phenomenal. Obviously, then you have to ask, well, what's in those targets? How are they approaching unabated fossil fuel phase out? And how will we get the policy ambition so that these targets can actually be delivered on? Now, quickly, I'll cover a recap of GFANZ, the Glasgow Financial Alliance for Net Zero. So this is convened by Mark Carney and Mike Bloomberg, and it gathers together across the finance sector
all these different alliances that are committed to net zero. And in a few weeks, GFANZ will launch at COP27 several useful pieces of guidance. Now, in France, you already have so many practical tools, so much has been done. You have a taxonomy. Some would say it's too much. So I think the way to see this guidance from GFANZ is it's an offering. If you find it useful, please use it. If you think there's other areas that you need to focus on, that would be understood too. The guidance is going to cover how a financial institution sets and discloses its transition plan, guidance for the real economy and corporates on their transition plans, sectoral pathways, and also this group through GFANZ is becoming more regional. So it started more Europe, US, and now it's expanded to the APAC, Asia-Pac region, and also Africa. And when I think about the challenges that there are with this, so as you know, finance can't do everything by itself. Finance is an enabler of net zero. So again, we are going to need to see the policy change. So very briefly, COP27, and I could go back to COP21 and the 2014 May, Paris Climate Finance Day, and what's happened since then. But I'll just stick to what's going to happen at COP27. What does success look like? For who? What are the topics and what are the implications for you as leading financiers? So for Egypt, hosting the COP, what success will look like is that this is an implementation COP. And they have a big focus also on what they're calling the water, food, energy nexus. And they have some specific projects for financing in this area. For the planet and science and people, what does success look like? It has to mean more ambitious NDCs. And it's uncertain right now if we will see these happening at COP27 from some of the highest emitting economies. It also needs to mean developing country transition and much more focus on adaptation. So we can expect to see in the negotiations a lot more on adaptation, loss and damage. So some of the key topics that you'll see coming up at COP will be around this perfect storm of debt and developing countries, energy security, food, sustainable development goals, development and climate, and also JETP, which was Just Energy Transition platform for South Africa. Gas will probably be topical too. For finance then, what does this mean? So there will be a need for more innovative finance, particularly for developing countries. The IISB will announce its recommendations, and there will be a lot of scrutiny of the net zero targets and commitments that were made, and a call to see more finance and private finance innovation in adaptation and resilience. So I hope this gives you some insights. And finally, as we look forward, I think the other area for us to really keep an eye on, as you know, is the US and what's happening. So not just the US midterm elections, but what I'm going to call potentially the polarization. We all have always known how things are very different in the EU and the US, but as you know, what we're seeing in the US right now is a very particular anti-ESG movement and also anti-climate, anti-net zero. Well, what can we do about this? We don't all vote in the US. We can keep going with the commitments that we have made. And so with that, I'm going to turn to our fantastic panelists. And first of all, we're going to cover where are companies in their net zero journey. So Jérôme, I'm going to turn to you. As an introduction, can you just simply explain for us, what does net zero mean? Bonjour à tous. Merci pour l'introduction. Alors, je pense que sur la définition du net zéro, probablement, vous n'allez pas être surpris et je pense qu'il n'y a pas de grosse coupe. Je pense que vous connaissez déjà un petit peu le sujet. Donc, le zéro émission, ça veut dire simplement qu'on doit réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre au niveau international pour s'approcher le plus possible de zéro et qu'on va devoir venir absorber ou séquestrer les émissions de gaz à effet de serre restantes incompressibles à horizon 2050 pour pouvoir atteindre ce net zéro. Alors les séquestrer ou les absorber, ça passe par deux types de solutions. Il y a des puits de carbone naturels,
principalement les forêts et les océans. Et puis, il y a aussi des puits de carbone technologiques qui sont en train de se développer. Alors, pourquoi c'est important d'atteindre le net zéro? En fait, c'est un objectif qui est intégré dans l'accord de Paris. On sait que pour rester sous la barre des 1,5 degrés à horizon 2100, on doit atteindre ce fameux net zéro émission au plus tard en 2050. Donc voilà, c'est vraiment un objectif qui a été clairement énoncé dans l'accord de Paris. Et alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire au niveau d'une organisation ou d'une entreprise? Ça veut dire trois choses. La première chose, c'est vraiment de bien mesurer son empreinte carbone en intégrant les émissions du scope 3 et notamment de la chaîne de valeur, ce qui reste quand même assez compliqué dans certains secteurs, notamment dans le secteur financier où il y a un vrai enjeu sur le calcul de l'empreinte carbone des portefeuilles. Ensuite, ça veut dire réduire massivement ces émissions dans le cadre d'une trajectoire de réduction d'émissions alignée avec l'accord de Paris, donc avec une trajectoire à 1,5 degré, et ensuite venir séquestrer les émissions incompressibles via des projets d'absorption ou de séquestration carbone. Pour un asset manager ou un acteur financier, mais la logique c'est vraiment la même, c'est déjà bien mesurer l'empreinte carbone du portefeuille d'investissement. Donc là, aujourd'hui, il y a des méthodologies qui commencent à être assez évoluées et abouties pour pouvoir le faire, ce qui n'était pas encore le cas il y a quelques années. Je me souviens qu'on avait travaillé avec certaines personnes dans la salle justement pour définir ces méthodologies de calcul de l'empreinte carbone des portefeuilles. Et il y a 4-5 ans, c'était encore pas hyper au point, mais maintenant on arrive à le faire. Donc ça, c'est la priorité, bien mesurer l'empreinte carbone des portefeuilles. Alors, en fonction des types d'actifs, c'est plus ou moins simple. Et après, aligner son portefeuille sur la trajectoire 1,5 degré et ensuite venir séquestrer les émissions incompressibles du portefeuille. Thank you. Perfect. And Jeremy, I'm going to turn to you. So at KPMG, you have a very good overview of the market, especially large companies. So where are they, and have you actually seen any changes in their day-to-day business? Ouais, merci Sagarika. Moi, je fais un constat depuis quelques temps, c'est que je vois plus sortir un projet de transformation, un projet de cession ou d'acquisition, un projet de reporting sans qu'il n'y ait pas très directement la question de la décarbonation et de l'empreinte carbone. Donc ça, c'est un vrai sujet, ça veut dire que c'est rentré dans les COMEX, c'est un vrai changement, et on est sorti de ce qu'un jour m'avait dit un directeur financier à la fin d'un projet. Il m'a dit « Bon, c'est super tout ça, mais l'ESG, c'est chiant et ça coûte cher. » Et donc là, on voit que c'est en train de changer. Et quand je regarde nos grands clients corporate, je vois que tout le monde, quasiment, s'y est mis. Tout le monde, à peu près, a publié une trajectoire à 1,5. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder, et Sagarika l'a dit, le nombre d'entreprises qui sont passées par SBTI. On est à plus de 1800 entreprises désormais dans le monde qui ont soumis SBTI. Donc ça veut dire que ça progresse. Et maintenant, du coup, la question, au-delà de s'assurer que l'ambition a été placée au bon niveau, c'est un sujet d'exécution, en fait. Il faut sécuriser l'exécution de ces plans. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, il faut aussi reporter en transparence sur les gains qui ont été réalisés, sur l'avancement de ces plans. Le deuxième mouvement qu'on voit, c'est que ces grands corporates, conscients en particulier du scope 3 que tu évoquais, Jérôme, à l'instant, et du coup, la pression est en train de descendre d'un cran. Et donc, tout le monde, en particulier dans les secteurs des biens de grande consommation, de la grande distribution et de l'industrie manufacturière en général, mais aussi des services, désormais redescend vers toute sa chaîne de fournisseurs en demandant des empreintes carbone de façon à réduire progressivement l'incertitude sur l'appréciation du scope 3 amont. Et donc, on est nous aussi de plus en plus sollicités par nos clients ETI, TPE, ME pour qu'ils connaissent leur empreinte carbone, pour qu'ils engagent une trajectoire de décarbonation. Et donc ça, c'est peut-être le deuxième constat, c'est que petit 1, c'est rentré dans les grands groupes et dans les COMEX, l'action est en route. Petit 2, ça descend dans les chaînes de fournisseurs, ça s'engage, et je pense que tu dois aussi le voir dans les discussions que tu as avec les positions que vous prenez en termes de fonds. L'enjeu, il reste quand même là-dessus, sur le scope 3, hein, Jérôme l'a clairement dit. Je voudrais revenir 2 secondes, si je peux, sur l'exécution. En fait, nous, aujourd'hui, on voit 2 grands problèmes, 2 grandes difficultés qu'il va falloir affronter dans les années à venir sur l'exécution. La première, elle est sur le financement. Sagarika l'a dit, c'est des efforts extrêmement importants qu'il va falloir financer d'ici à 2050. Et la deuxième, c'est la disponibilité et l'effectivité des leviers qui sont envisagés. On voit plein de belles trajectoires, on voit plein de belles ambitions.
mais on se rend compte que certaines ne sont pas encore complètement réalisables à ce jour. Je vais vous prendre 2 exemples super concrets. Le nombre d'entreprises des biens de grande consommation qui ont pris des objectifs sur la part de plastique recyclé dans leur packaging. C'est assez conséquent, hein, et quand vous regardez, et certains dès 2030. Maintenant, regardez quel est l'état de la filière recyclage du plastique. Aujourd'hui, personne n'est en capacité de délivrer les quantités attendues. Personne. Pourtant, vous avez des gens qui ont investi, vous avez des usines qui sont sorties de terre, mais les camions n'arrivent pas. Parce qu'en fait, on n'a pas pensé la filière de bout en bout. Voilà, ça c'est un exemple extrêmement concret. Et puis, Jérôme l'a dit, et il l'expliquera encore mieux que moi tout à l'heure, c'est le traitement de ce fameux résiduel, où aujourd'hui, de toute évidence, on a un marché qui est encore trop peu mature, qui est encore à ses premiers pas, à ses pilotes, et qui doit accélérer, parce qu'une fois qu'on aura effectivement diminué de façon conséquente les émissions de gaz à effet de serre, va se poser la question de la compensation. Et on voit aujourd'hui fleurir beaucoup d'initiatives de pilotes, mais sur, je dirais, des quantités qui restent trop limitées et sur des niveaux d'investissement qui restent encore probablement trop faibles pour répondre vite à ces enjeux. Merci. Thank you. And I'm going to turn now to Aurore. So you particularly specialize in private investment in small and medium-sized companies, and they are absolutely essential. If we leave them behind, we're not going to have any kind of transition. So can you share with us a bit, what's your vision for companies that are of this size on net zero, and have you seen changes? Oui, donc complètement. CAPSA, hein, juste pour revenir, ça a été créé en 2004. Il y a eu plus de 300 investissements qui ont été faits. C'est une plateforme d'investissement qui accompagne les PME, ETI dans leur développement en Europe et aussi dans les accompagnements un peu clés. Ça a été la digitalisation. Depuis quelques années, il y a encore des efforts à faire sur le sujet et il y a un certain lien aussi avec le sujet de la durabilité. Et maintenant, l'accompagnement sur le sujet de la durabilité. Et donc, on se focalise vraiment uniquement sur les PME ETI. Et on a clairement vu une différence depuis, ça se compte en mois. C'est-à-dire, il y a encore 2 ans, 1 an, le sujet était un sujet plus secondaire, perçu surtout sous l'angle des risques et en réponse à des demandes de leurs donneurs d'ordre. Donc, c'était plus en réaction ou en réponse. Là, et notamment par les efforts, par l'accélération des aléas et des catastrophes climatiques, par la sensibilisation qui est faite par les acteurs financiers aussi, on voit qu'il y a des demandes de leur part, en fait. Maintenant, c'est plus juste en réaction, il y a une demande d'accompagnement proactive de ces PME ETI sur le sujet. Et notamment parce qu'elles ont identifié, et on les aide à identifier qu'elles doivent répondre à notamment 4 enjeux. Le premier, c'est l'enjeu réglementaire avec la NFRD qui va devenir la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, et qui va donc toucher les entreprises non cotées à partir du moment où elles répondent à 2 de 3 critères, 250 employés ou plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et 20 millions d'euros de bilan. Donc nous, on investit beaucoup dans des ETI et donc une grande majorité sont touchés par cette réglementation qui arrive. Deuxième, le côté du business model, c'est-à-dire que maintenant, elle se pose vraiment la question de la création de valeur avec ce changement de paradigme. Quel produit, quel nouveau service je peux développer pour répondre à cet enjeu? Troisième, les donneurs d'ordre, et tu en as parlé, Jérémy, les donneurs d'ordre, les grands groupes demandent de plus en plus d'informations, de la data qui doit être récupérer, collecter, processer, restituer de la bonne manière pour que ce soit différenciant et à leur avantage dans une compétition avec d'autres fournisseurs et puis qu'elle puisse être gagnante en termes de sélection par rapport à ces donneurs d'ordre. Et enfin, vraiment, le sujet quasiment le plus essentiel aussi maintenant dans cette période, c'est tout ce qui est le sujet de la compétence et des talents. Donc il y a un vrai sujet de sensibilisation à l'enjeu climatique en interne, auprès de tous les employés des PME ETI et pas uniquement du top management, et un sujet de vraiment réfléchir à sa stratégie RSE, à sa marque employeur, à son ADN, avec cet enjeu de la transition énergétique, afin d'en faire un argument aussi d'attractivité pour des talents, notamment des jeunes générations qui prennent cet élément quasiment à la même hauteur que l'aspect salarial pour faire leur choix professionnels en sortant de leur diplôme. Thank you. So
Anne, you're already in UN-convened Net Zero Asset Owner Alliance. I think you were one of the founder members from France. And, you know, our audience is probably thinking, oh, so many commitments, so many initiatives, so many net zero alliances. So on a very concrete basis, what does it mean to be in a net zero alliance? Merci Sagarika. Effectivement, donc AXA s'engage sur l'objectif net zéro en s'associant avec l'alliance Net Zero Asset Owner Alliance, donc NZAOA. Qu'est-ce que la NZAOA ? Lancée en septembre 2019 lors du sommet Action Climat des Nations Unies, la Net Zero Asset Owner Alliance a commencé avec un groupe international d'une quarantaine d'investisseurs ayant pris l'engagement d'assurer la transition de leur portefeuille d'investissement vers la neutralité carbone d'ici 2050 en vue de limiter l'augmentation de la température globale de 1,5 degré maximum. Aujourd'hui, l'Alliance Net Zero Asset Owner Alliance regroupe 75 institutionnels, ce qui représente environ 10,6 trillions de dollars. Chaque membre faisant partie de cette alliance assure donc cette transition de leurs investissements vers une neutralité carbone en prenant en compte toutes les connaissances scientifiques actuelles, l'évolution des méthodologies et tout en ayant avec les autres investisseurs une approche commune. Chaque année, la NZAOA publie un protocole qui restitue les orientations et les recommandations en termes d'évolution des méthodologies, mais aussi les classes d'actifs, en prenant bien compte, comme vous le mentionnez tous, sur la mise à disposition des données et leur fiabilité. Parce que c'est un vrai défi pour tous les asset owners d'avoir des données fiables pour pouvoir piloter les investissements. Au sein de la NZAOA, on doit définir une cible intermédiaire à des horizons d'environ 5 ans pour pouvoir s'assurer que nous sommes sur la bonne trajectoire. Concernant AXA, nous avons rejoint l'Alliance donc dès son origine, ce qui signifie que nous avons défini une première cible intermédiaire à horizon 2025, qui est de moins 20% de réduction de nos émissions de carbone de l'ensemble de nos portefeuilles d'investissement pour toute la balance sheet d'AXA. Et nous travaillons actuellement sur la prochaine cible intermédiaire qui est à horizon 2030. En termes de classe d'actifs, qu'est-ce que l'on couvre ? En premier lieu, les obligations d'entreprise et les actions cotées, parce que nous avons des informations en termes de data sur le scope 1 et scope 2 et de façon moins fiable les scope 3. Et nous ajoutons également notre exposition à l'immobilier. Actuellement, on est plutôt bien positionné par rapport à cette trajectoire, mais nous restons très conscients des objectifs et des enjeux pour atteindre les objectifs non seulement 2025, mais également 2030, et pour pouvoir être alignés sur la trajectoire finale de 2050. Fantastic. Thank you. And if you haven't seen it already, I really do recommend that you see the Net Zero Asset Owner Alliance's progress report, because it's got some nice case studies in it. And from the international side, the interesting one, obviously in addition to AXA and everything that Anne's been over, is CalPERS, because they have a practical example of how they're applying sector targets. So we're going to turn now from where are different parts of the finance system and companies and their journey to concrete steps that can be taken to reach net zero. So Anne, maybe if I just ask you to continue a bit, can you explain in more detail, with the net zero target and objectives that you have, what does it actually mean practically for such a large company like AXA? Merci. Donc, pour continuer sur la partie net zéro, donc nos ambitions de net zéro, tout d'abord, ce qui est important, et c'est ce qu'on mentionnait, c'est que par rapport aux autres secteurs, le secteur financier a peu d'émissions sur le scope 1, scope 2, comparativement par rapport au scope 3.
Donc mon premier point que je vous partage, c'est sur la partie Scope 3. AXA ambitionne d'avoir une approche cohérente pour permettre la transition vers une neutralité carbone, à la fois en tant qu'investisseur, mais aussi en tant qu'assureur. Ces deux piliers nous offrent en fait une position unique au sein du secteur financier. Si on commence par rapport à la partie assurance, la stratégie d'AXA s'articule autour de plusieurs offres. La première, c'est sur la restriction des souscriptions sur des secteurs tels que le charbon ou les sols bitumineux. La deuxième, c'est sur l'offre de produits verts et durables dans la gamme dommages ou vie, épargne, retraite. Et la troisième va s'articuler autour de propositions de nouvelles solutions durables pour les pays en développement. À cela, comme vous l'avez probablement entendu, en 2021, AXA a participé à la création d'une nouvelle alliance Net Zero pour les assureurs. Les membres de cette alliance, donc, qui est présidée par AXA, a pour objectif aussi de faire évoluer leur portefeuille de souscription d'assurance et de réassurance vers une neutralité carbone d'ici 2050 en accord avec en ligne avec les accords de Paris. Pour la partie investissement, comme je le mentionnais, donc en ligne avec l'ANZ AOA, nous avons des objectifs intermédiaires. Pour cela, on a donc l'objectif de moins 20% à 2025, mais également donc la future target est à 2030. Nous pilotons la gestion de nos portefeuilles en partenariat avec nos asset managers pour s'assurer de la bonne trajectoire. Et ça, cela passe avec un suivi régulier et précis de nos investissements, des expositions et puis de l'évolution de leur empreinte carbone. Encore une fois, le principal défi pour nous avec les asset managers, c'est d'avoir des bonnes données fiables pour pouvoir vraiment agir et mettre en place nos plans d'action, parce que si nous n'avons pas ces données-là et pas fiables, on aura du mal à pouvoir mettre en place tous ces plans d'action. Et c'est ce qui est très important pour nous. Et par rapport à la taille d'AXA, de la balance sheet d'AXA, on a l'opportunité d'avoir d'autres axes d'action en lien avec la Net Zero, qui passe par une politique d'engagement qu'on a avec nos plus gros émetteurs et également un plan d'investissement vert qui passe par la volonté d'investir dans différentes classes d'actifs. Je reviendrai dans quelques minutes. Et notamment, notre objectif, c'est d'avoir 26 milliards d'actifs verts d'ici 2023. And that's fantastic. The information that you provide is just so granular. And I hope if you're listening, maybe you've been thinking, oh, net zero targets, it's such a problem area, it's such a burden. But actually, we should see the net zero target as a badge of honor. It's something to be really proud of, to have been implementing all of these changes. Jérôme, I'm going to turn to you. So, removal carbon, you really specialize in this carbon funds and sequestration, as you mentioned earlier. But what exactly is the role of carbon finance? And we obviously know that offsets, it's always, controversial. But what's the role of carbon finance in achieving net zero? Merci. Je pense que pour commencer la réponse à cette question, c'est important de rappeler en quoi consiste le mécanisme de finance carbone. Donc la finance carbone, en fait, c'est des mécanismes qui ont été mis en place à la suite du protocole de Kyoto, notamment dans le cadre du mécanisme de développement propre des Nations Unies, qui permettent à des développeurs de projets de venir faire certifier des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de séquestration carbone qui vont permettre de générer des crédits carbone qui vont permettre de financer ces projets. Donc ça, c'est côté développeur. Et puis côté entreprise, la finance carbone, ça a un rôle, ça permet de venir compenser, offsetter ces émissions de gaz à effet de serre incompressibles. Donc le rôle, c'est un mécanisme de financement de projets pour pouvoir venir financer des projets qui n'auraient pas pu voir le jour autrement. Donc l'intérêt, c'est ça. Alors les projets, c'est des projets qui sont certifiés. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est hyper important de travailler avec des projets de compensation carbone certifiés. Il y a le standard des Nations Unies, le MDP, donc le Clean Development Mechanism, mécanisme de développement propre en français, qui est toujours en activité, qui va être transformé dans le cadre de l'accord de Paris
qui va devenir le Sustainable Development Mechanism, mais la logique sera la même, c'est venir certifier des projets de réduction ou de séquestration carbone qui vont générer des crédits carbone, et donc ce mécanisme de financement de projet va continuer. Et après, il y a d'autres standards internationaux qui sont reconnus, notamment le Verified Carbon Standard ou le Gold Standard, qui s'appuient sur des méthodologies reconnues au niveau international qui permettent de mesurer précisément la réduction ou la séquestration carbone par les projets. Et c'est des projets qui vont aussi être audités par des vérificateurs externes indépendants avant de générer des crédits carbone. Je partage complètement avec Jérémy l'enjeu sur le financement des projets. En revanche, je ne partage pas forcément le constat sur le fait que ce marché manque de maturité, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce marché, il a 15 ans. C'est un marché qui s'appuie sur des méthodologies reconnues qui ont été développées par des scientifiques dans le cadre du mécanisme de développement propre, qui ont été peer-reviewed, donc revues par des pairs, qui ont été améliorées au cours des 15 dernières années. Avec aujourd'hui, donc il y a des méthodos solides, il y a des standards reconnus au niveau international, il y a des codes de bonne pratique. Il y a vraiment un certain nombre d'éléments qui font que maintenant ce marché, il a atteint, je pense, une maturité quand même assez importante et il y a des choses sérieuses. Ce marché, donc là, si je parle uniquement du marché carbone volontaire, ça représente quand même déjà 160 millions de tonnes équivalent CO2 à fin 2021. Et ça représente 2 milliards d'euros investis dans ces projets. Donc voilà, évidemment, ce n'est pas encore suffisant, et c'est là que je rejoins sur l'enjeu de financement, parce que ce n'est pas suffisant. On sait qu'à horizon 2050, il va rester entre 7 et 13 gigatonnes, donc milliards de tonnes équivalent CO2 à compenser si on atteint la trajectoire, pour atteindre la trajectoire 1.5, ce qui implique une réduction de 90% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial avant 2050. Donc il y a un vrai enjeu de financement. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de projets. Si on veut répondre à cette demande, c'est-à-dire juste compenser ces émissions de gaz à effet de serre incompressibles à horizon 2050, il faut développer 50 à 100 fois plus de projets pour générer le volume de crédit carbone nécessaire. Donc voilà, là, je te rejoins, il y a un vrai enjeu de... Mais en fait, c'est ça que je voulais dire, hein, par maturité. J'ai peut-être mal choisi mon terme, mais c'est précisément ça. Je pense qu'on se rejoint tout à fait. Ouais. Et après, alors, sur la maturité, je pense qu'il y a déjà des acteurs, notamment dans le monde anglo-saxon, qui ont décidé d'investir massivement dans des fonds carbone qui permettent de venir financer ces projets de réduction ou de séquestration d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a des fonds que j'ai en tête qui sont des fonds à hauteur de plus de 2 milliards d'euros. Enfin voilà, il y a un début de mobilisation des fonds pour financer ces projets. D'ailleurs, AXA, alors je pense que c'est pas vous qui gérez ce sujet, mais AXA s'est engagé aussi dans une démarche pour financer des projets de séquestration carbone dans le cadre d'un fonds qui a été lancé en début d'année, qui est un fonds de 500 millions d'euros. Donc on commence à voir ce type d'investissement, mais on a besoin d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite pour financer ces projets pour atteindre le net zéro émission à horizon 2050. Et donc c'est notre rôle chez Removal, mais je ne vais pas faire trop de pub maintenant. Thanks so much, Jerome. And again, I was just in Africa. I was in Africa several times this year, and there's a lot of keenness, including from Gabon, to build a carbon market there, and particular needs for financing of a lot of these projects. So it'll be interesting to see how this develops, and also just to make clear that the race to zero criteria that all of the net zero alliances are guided to consider and follow makes clear that first, reduce emissions, and then offset with integrity. Aurore, let's now turn to you. So you've launched a decarbonisation fund. What are the objectives and what impact do you seek to have? Merci. Donc, oui, en fait, on a lancé cette année 2 fonds axés sur la décarbonation. Et donc, les 2 fonds que nous avons lancés chez CAPSA cette année ont une stratégie de décarbonation. Un fonds de dette, et j'ai le plaisir de l'annoncer là, c'est un fonds qu'on a gagné qu'on a lancé avec Maïf, qui nous a confié un mandat d'un fonds Evergreen de dette à impact environnemental pour accompagner, financer les entreprises, les PME, ETI, dans leur développement et aussi dans leur décarbonation en ligne avec les accords de Paris. Et on a le pendant, côté equity. On a lancé un fonds qui s'appelle Flex Equity Mid Market 2, qui accompagne aussi les PME ETI dans leur développement à l'international et sur l'enjeu de la décarbonation. Et donc,
par l'approche de ces deux fonds, à la fois le pan dette et equity, on a essayé de mettre en place aussi une approche un peu similaire et systémique sur le sujet de la décarbonation. Première chose, vraiment catalyser cet effet d'être un acteur du privé. C'est-à-dire qu'on a un énorme levier transactionnel. On peut intégrer dans la documentation l'engagement d'atteindre une décarbonation en ligne avec les accords de Paris, ce qui est possible parce que nous faisons des transactions privées et qu'on a cette main sur cette documentation. Donc on intègre, on met directement dans le contrat de financement, dans le pacte d'actionnaires, une clause qui dit que l'entreprise doit atteindre cet objectif de décarbonation en ligne avec les accords de Paris. Deuxième chose, l'incitation financière. Si possible, la plus matérielle possible, en tout cas quand c'est nécessaire. À la fois sur la dette à impact, dans le fonds Maïf, on peut avoir 1% de différence sur la marge entre une entreprise qui va ne pas atteindre son objectif de décarbonation et qui va atteindre un objectif de décarbonation assez ambitieux. Donc on est vraiment sur, en termes de coût de financement, quelque chose de très matériel. Pour l'equity, pareil, on intègre dans tout ce qui est management package, et en tout cas rétrocession d'une partie de la valeur ajoutée, un objectif de décarbonation qui va être sous forme de bonus-malus et qui va faire que le management va avoir plus ou moins de partage de la valeur. On va aussi lui mettre un bonus, parce qu'il y a la vision à plus long terme et la vision à plus court terme, c'est le bonus annuel en ligne avec cet objectif de décarbonation. L'alignement d'intérêts, il est du côté du management, mais il est aussi du côté des équipes d'investissement. Donc c'est essentiel d'avoir du carried interest lié à cet objectif. Pour le fonds Mid-Market 2, 20% de notre carried est lié à l'objectif ESG et notamment la trajectoire vraiment de décarbonation du portefeuille. Pour le fonds Maïf, pareil, on a mis une prime d'impact liée à cette trajectoire. Et donc, le point final de cette approche un peu systématique, c'est la gouvernance. La gouvernance côté investissement, par exemple en ayant l'ESG au comité des investissements. Donc pour les deux fonds que je vous ai cités, j'ai un droit de veto. Donc ce que ça donne concrètement, c'est que dès qu'une opportunité arrive, on la regarde sous le prisme de la création de valeur financière, mais aussi de la feuille de route de décarbonation et la création de valeur liée aux enjeux extra-financiers. Ça, c'est la partie investissement. Et la même force dans la gouvernance dans nos relations avec le management. Évidemment, on parle de l'ESG et de la feuille de route de décarbonation au board, mais pas qu'au board, à tous les steering committees mensuels, c'est à l'ordre du jour. Où on en est, pourquoi, comment on peut aller plus vite, comment on peut vous aider, surtout ce qu'on est là pour vous aider. Voilà. Fantastic. I mean, heavy incentives, and in this case, I hope everyone gets their bonuses. So I'm going to turn now to Jeremy. So let's think a bit about large companies. Once they've engaged in net zero, what practical steps do they need to take? Je pense qu'il y a d'abord une première étape que parfois certains oublient, c'est que ces stratégies, elles doivent être incarnées et il faut embarquer tout le monde dans l'entreprise autour de cette stratégie. C'est important parce que j'étais encore la semaine dernière avec des clients et à un moment, il y a un des directeurs généraux qui me dit « Bon, c'est très bien tout ça, mais on a quand même le business à tenir. » Et là, je me suis dit, le dirigeant n'a pas incarné ce sujet-là et il n'a pas engagé son équipe dirigeante autour de ça. Et d'ailleurs, on a des solutions, nous, aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, où justement, on met un COMEX autour de la table et on a des parcours immersifs, on les fait travailler autour de s'engager sur une feuille de route de décarbonation. Le deuxième élément, c'est la planification de la feuille de route et d'abord la planification des CAPEX. Jérôme l'a dit tout à l'heure, ça demande des efforts absolument considérables, donc c'est des CAPEX importants et donc il faut qu'ils soient planifiés dans le temps et que de cette planification de CAPEX, on ait une feuille de route. Et cette planification de CAPEX, elle ne peut pas rester au niveau groupe. De toute évidence, on a encore beaucoup qui nous disent on a une feuille de route de CAPEX. D'accord, mais quel est le commitment des pays, des marques, des distributeurs, de tout le monde en fait parfois, on n'en est pas encore là. Hein. Donc quand je disais on est engagé, mais l'exécution, c'est le vrai sujet, c'est le premier point de l'exécution, c'est d'avoir une feuille de route qui est timée et sur laquelle les différents niveaux sont engagés aux bornes de leurs responsabilités. Et après, on rentre vraiment dans le travail à proprement parler, où il y a un travail en interne et un travail en externe. Le travail en externe,
on en a parlé tout à l'heure, c'est sur ce fameux scope 3 et donc tout le travail des fournisseurs. Et donc là, c'est travailler avec les achats, c'est reposer la stratégie d'achat, c'est reposer les critères d'acquisition, d'achat, c'est reposer les critères de localisation des fournisseurs, les critères d'audit aussi et de vérification des fournisseurs. Et puis en interne, c'est activer petit à petit toute cette feuille de route qui a été écrite. C'est faire évoluer les critères de décision parce que souvent on se rend compte qu'il y a des arbitrages d'investissement et tels que vous les avez aussi dans le fond. Et souvent, on se pose encore trop la question du ROI financier sans intégrer la mesure de la valeur extra-financière. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est de notre point de vue extrêmement important. Si on veut accélérer cette feuille de route, si on veut la tenir, on ne peut plus se reposer sur les seuls critères du ROI financier. Et puis enfin, c'est structurer vraiment les réseaux en interne pour faire remonter la donnée, la fiabiliser et pouvoir in fine piloter et du coup rendre compte de cette feuille de route. Thank you. So we're going to turn now to thinking a bit about, well, what's all of this actually really achieving? All of these efforts, all of these practical steps. What's the impact on the real economy and how do we know we're making a difference? So, Jérôme, I'm going to turn to you first. Can you explain how carbon finance and the projects, as you mentioned the projects and the importance of them many times, how does this generate impacts on the real economy and on people? Merci. Je vais m'appuyer sur quelques chiffres parce qu'on m'a demandé d'être assez concret dans les exemples. Alors si je reprends le cas du mécanisme de développement propre des Nations Unies, on parle de plus de 8000 projets qui ont été financés donc en 15 ans à peu près, qui représentent 300 milliards d'euros investis. Donc c'est quand même vraiment considérable et qui ont permis de réduire, d'éviter ou de séquestrer à peu près 2 milliards de tonnes, 2 gigatonnes équivalent CO2 depuis la création du mécanisme. Donc c'est quand même assez important. En France, pour donner des chiffres sur le marché en 2021, donc la France représente à peu près 10% du marché carbone volontaire international. On est sur un volume d'à peu près 30 millions de tonnes équivalent CO2 qui ont été compensées et ça représente 140 millions d'euros investis dans les projets. Donc c'est déjà quand même pas mal. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de parler de l'impact, parce que votre question, c'est aussi sur l'impact sur l'économie réelle. Et là, je rejoins complètement que c'est bien de parler du ROI financier, mais c'est aussi important de souligner que c'est des projets, là, dans le cadre de la finance carbone, qui ont des impacts hyper importants pour les écosystèmes et pour les populations, pour les communautés. Et donc là, je vais m'appuyer sur des chiffres d'une étude qui a été publiée il y a quelques années par l'ICROA, c'est l'International Carbon Reduction and Offset Alliance, et l'Imperial College à Londres, qui a cherché à mesurer justement les co-bénéfices des projets en termes d'impact. Et les résultats de l'étude sont assez surprenants, mais aussi assez explicites, parce qu'en fait, on se rend compte que pour pour un crédit carbone, donc c'est toujours la métrique, c'est un crédit carbone, c'est une tonne équivalent CO2, ça représente $664 de valeur créée autour du projet. Et donc cette valeur, elle se recoupe sur plusieurs aspects. Il y a des services écosystémiques, à peu près $600 sur les $664 autour des projets. Il y a des aspects liés aux économies d'énergie. Donc là, c'est à peu près $50. Et puis, il y a énormément d'impact aussi sur tout ce qui est création d'emplois durables. Et donc là, ça représente aussi plusieurs dizaines de dollars sur la création d'emplois, sur la formation, sur la montée en compétences, sur un certain nombre de sujets liés à la transition énergétique. Donc ça, je pense que c'est quand même assez important, quoi. Un crédit carbone égale $664 de valeur créée autour des projets. Et comme on m'a demandé vraiment de donner des exemples encore plus concrets, je vais donner un exemple concret d'un projet qu'on est en train de développer et qu'on finance avec Removal. Donc c'est un projet qui a deux dimensions. Il y a une dimension réduction d'émissions et une dimension séquestration carbone. Donc c'est un projet au Sénégal, 30 000 foyers de cuisson améliorés, avec aussi de la replantation.
Donc là, c'est un projet qui représente à peu près 8 millions d'euros d'investissement sur 10 ans, 250 emplois directs qui vont être créés grâce au projet, 600 emplois indirects. Et en plus, autour du projet, il y a un certain nombre d'activités annexes qui sont mises en place, notamment un programme de formation et de sensibilisation sur la question du traitement des déchets plastiques, donc la collecte et le recyclage, pour essayer de créer une filière locale. Et vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas forcément encore de filière locale, surtout dans les pays comme le Sénégal. Et en plus de ça, on met en place un système de couverture santé universelle pour tous les bénéficiaires des projets. Donc là, le nombre de bénéficiaires, c'est 30 000 ménages concernés, 5 personnes par ménage, donc 150 000 bénéficiaires qui vont bénéficier en plus d'une couverture maladie universelle dans les villages. Donc voilà, c'est des exemples concrets. La finance carbone, c'est un mécanisme financier qui permet d'orienter des fonds vers des projets. Et donc la métrique principale, évidemment, c'est les tonnes équivalent CO2 qui vont être réduites ou séquestrées. Mais au-delà de ça, il y a aussi énormément de co-bénéfices sur la biodiversité, sur les écosystèmes pour les populations. Et ça, parfois, on a un petit peu tendance à l'oublier. Et je pense que c'est hyper important de le rappeler parce qu'en fait, c'est un mécanisme de finance, certes, mais pour moi, c'est un vrai mécanisme de finance à impact. Et nous, chez Removal, on met vraiment l'accent là-dessus. Et je pense que c'est aussi toute la richesse des projets et ce qui fait que des investisseurs sont aussi de plus en plus enclins à venir financer ces projets. C'est qu'en plus de la dimension carbone, il y a vraiment la dimension impact qui est de plus en plus importante et tu l'as souligné aussi. Jérôme, those facts and figures, amazing, so many of them. But this is what we have to get to when we're talking about impact. Unfortunately, we've got to find ways of measuring this and making it feel tangible and really talking about it in this way. Otherwise, there is skepticism out there and we don't know how we're doing. So, Oro, I'm just going to ask you then, how do you accompany your investee companies, all these small and medium-sized companies, so important? Can you give us some examples of actions that have been taken? Oui. Donc les actions, je vais juste parler un peu de la méthode de notre approche sur la décarbonation, notamment avec ces PME ETI. On en a parlé, l'empreinte carbone, scope 1, 2, 3. Dès le début, c'est-à-dire avant l'investissement, on fait, nous, une due diligence ESG systématique. On essaye d'avoir un scope 3 par poste significatif au moins. Grâce à ça, ça nous permet déjà de déterminer les principaux leviers d'action sur cette empreinte carbone et d'avoir une discussion éclairée avec le management avant l'investissement et avant la contractualisation. Parce que s'il comprend bien l'enjeu, s'il comprend ses leviers d'action, il va forcément beaucoup plus facilement adhérer au fait que ce soit contractualisé et avec des incitations matérielles. Parce qu'il faut comprendre, justement, il a besoin de savoir comment il va pouvoir agir et atteindre cet objectif. Donc c'est pour ça qu'on fait ce travail-là en amont. En plus, ensuite, quand l'investissement est réalisé, il y a deux sujets. Donc, il y a les discussions stratégiques sur le potentiel développement de produits et de services qui vont avoir une contribution directe positive à l'enjeu de décarbonation. Et également la mise en place de choses très opérationnelles qui vont contribuer à cette décarbonation des opérations. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis en place des relations privilégiées, des formes d'accords cadres avec certains prestataires pour constituer un écosystème en fait, de partenaires opérationnels qui, pour chaque levier d'opération, levier de décarbonation identifié, vont pouvoir prendre le relais et surtout dans un agenda qui va correspondre à notre agenda parce qu'on est dans l'urgence. Et aujourd'hui, comme vous le savez, c'est très compliqué de trouver il faut trouver les bons prestataires et aussi qu'ils aient la bande passante pour le faire dans le délai souhaité. C'est mettre en place, changer. On a une entreprise qui veut changer sa toiture parce qu'elle avait de l'amiante et mettre à l'occasion du photovoltaïque. Oui, d'accord, mais quel prestataire, dans quel délai et comment nous, en tant que fonds, on peut avoir ces accords et ces accords cadres pour lui assurer qu'elle va avoir accès à ses prestataires de manière très efficace et en plus à des coûts plus intéressants. Thank you. So, Jeremy, let's turn to you now. Give us some examples of corporates and how they are having a real impact. Je vais reprendre les trois blocs que j'ai pris tout à l'heure, mobilisation, exécution et reporting, parce que c'est intéressant de voir comment ça bouge.
Sur la mobilisation, on a de plus en plus de corporates qui nous demandent, de COMEX en fait, de dirigeants qui nous disent « venez former les dirigeants de l'entreprise à ce que ça veut dire net zéro, ce que ça veut dire une trajectoire de décarbonation, ce que ça veut dire les enjeux du changement climatique, pour que tout le monde puisse s'aligner et qu'on accélère la prise de décision dans l'entreprise. » Sur l'exécution, on voit que quand on commence à dérouler les feuilles de route, on arrive à avoir des accompagnements très concrets sur le scope 2 par exemple. On a énormément de projets de PPA par exemple, Power Purchase Agreement, donc vous achetez de l'électricité décarbonée avec des certificats sur le long terme, et ça a un impact très important sur votre scope 2, et on voit déjà que certains de nos clients ont réussi à quasiment neutraliser leur scope 2, et donc ça c'est quelque chose qui nous semble très encourageant. On a aussi sur cette exécution, nous on a beaucoup de projets, on est sollicité sur des projets de stratégie. Autrement dit, je suis ce que je suis en tant qu'entreprise, je peux faire ce que je veux, tout ce que je veux en termes d'efforts avec ce que je suis aujourd'hui. Si je ne change pas mon business model, je ne vais pas y arriver. Et donc on a des réflexions en cours avec certains de nos clients, notamment dans le secteur des biens de grande consommation, certains étant par nature des gens qui produisent du plastique jetable. Comment est-ce qu'on vient faire shifter les business models? Comment est-ce qu'à partir de là, on retend toute la chaîne de fournisseurs, toute la chaîne de distribution, tout le positionnement stratégique de l'entreprise? Ça, c'est des projets qui nous occupent aussi beaucoup sur cette question de l'exécution, je dirais. Et puis, sur le reporting, il y a trois choses qui nous occupent beaucoup. Il y a la data, je pense qu'on en a tous parlé, ce besoin d'avoir de la donnée, mais de la donnée fiable. Donc, comment est-ce qu'on fait émerger la donnée, comment est-ce qu'on la fait remonter, comment on la stocke, comment on la traite, comment on la loue. On a par exemple des travaux très intéressants avec une grande banque française qu'on accompagne justement sur la structuration et sur la sécurisation d'une grande plateforme qui permet de recueillir toutes les données ESG et à partir de là de prendre des décisions et de faciliter les reporting. C'est travailler aussi sur, et j'ai beaucoup aimé ce que disait Jérôme, sur l'impact. C'est finalement, nous on travaille beaucoup sur des mesures d'impact, c'est quel est l'impact du projet, et on cherche deux choses dedans. On cherche à faire des projets qui sont impact by design, c'est-à-dire comment est-ce que dès la définition du projet, j'intègre des indicateurs d'impact, et donc du coup je vais sourcer de la donnée et je vais prendre des décisions en intégrant l'impact by design. Et la deuxième, c'est comment au fil de mes décisions que j'ai à prendre, je viens identifier les impacts que je génère et les éventuels transferts d'impact. Et on a eu une discussion il n'y a pas très longtemps passionnante avec un client où il s'est rendu compte qu'en activant un levier, en fait, il avait indirectement un impact négatif. À chaque fois qu'il progressait sur un levier, en fait, il régénérait un impact négatif en termes d'usage de sol et en termes de biodiversité. Et donc là, il s'est rendu compte qu'en fait, il n'était pas de façon holistique sur les bonnes pistes. Et donc à partir de là, on a retravaillé sur la prise de décision, les arbitrages en interne, et ça c'est assez intéressant. Voilà, et puis on a beaucoup aussi de sujets précisément sur le carbone. La question c'est comment on fait remonter la donnée et on reporte de façon fiable. Et donc on travaille, c'est aussi le cœur de nos métiers de maîtriser les risques, et donc sur le contrôle, la remontée de l'information, sa structuration, pour la fiabiliser. Quelques exemples concrets, voilà. Anne, tell us a bit about AXA and again some of the examples. I'm going to keep going with this concrete changes and particularly, investment decisions as an asset owner and an insurer, and what impact you think these have in the real economy. Merci. Donc oui, AXA en tant que asset owner. On a une capacité d'investir dans différents secteurs et différentes classes d'actifs, donc on soutient tout ce qui est investissement durable, et ce qui est très important pour nous parce que ça permet d'une part de nous aider à atteindre nos objectifs de réduction de carbone, mais également de financer la transition, et ça c'est important. Quelques exemples concrets, donc on a un engagement, comme je l'ai présenté tout à l'heure, de 26 milliards d'actifs verts d'ici 2023, ça va couvrir plusieurs classes d'actifs. Les premières portent sur les investissements, les obligations vertes, et où on va à la fois soutenir les entreprises, mais aussi les émissions des États et Supra, etc.
Et une des émissions, enfin un des bonds qu'on trouve très intéressant, c'est les obligations liées au développement durable, donc les Sustainable Linked Bonds, qui en fait intègrent des indicateurs en fait liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et dans le mécanisme de ce bonds, il y a des indicateurs de performance qui sont reliés à ces facteurs environnementaux et sociaux. Et en fonction de la performance atteinte sur ces indicateurs-là, l'entreprise pourra, s'il n'atteint pas cette performance, aura un impact financier ou structurel au niveau de son obligation. Et ce qui peut être concrètement par l'impact sur le taux de coupon qui peut augmenter. Quand je mentionnais pour les classes actives, donc du coup on a des investissements aussi sur l'infrastructure. Donc un des exemples c'est les parcs d'éoliennes. D'autres éléments également portent sur l'immobilier où on a un bâtiment, nous pouvons citer un bâtiment écologique qui utilise de l'électricité renouvelable certifiée. Donc on mentionnait l'importance de la certification et qui a aussi des objectifs d'avoir des émissions de carbone en dessous de la limite fixée par la réglementation locale. Donc ça, c'est un point assez important. Vous mentionnez les fonds impact. Donc on investit dans des fonds impact. Qu'est-ce que le fonds impact de notre côté? C'est une stratégie d'investissement qui a une intention claire de générer des résultats positifs et mesurables sur l'environnement et la société, tout en offrant une rentabilité très compétitive. On a notamment un fonds à impact qui a été lancé sur le climat et la biodiversité et qui s'articule autour de 3 piliers. Le premier qui est sur la préservation du capital naturel, le deuxième qui est sur la protection des habitats essentiels et le troisième pilier porte sur l'atténuation du changement climatique au niveau mondial. Comme tu le mentionnais, Jérôme, tout à l'heure sur la partie Natural Capital, donc effectivement, nous sommes investis dans une nouvelle stratégie qui est de préserver la biodiversité en implémentant un plan afin de lutter contre la détérioration des écosystèmes forestiers. Il faut savoir que la forêt représente 80% de la biodiversité de la Terre et joue un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique. Donc c'est un point qui est quand même très important pour nous. Un autre aspect qui est, comme tu le mentionnais Jérémy, sur l'accompagnement des entreprises, pour nous c'est excessivement important, comme je le mentionnais, d'accompagner en fait les émetteurs dans lesquels on investit. Et donc on a une politique d'engagement. Depuis 2014, nous analysons les entreprises non seulement au niveau des résultats financiers, mais également extra-financiers, avec un pôle sur la résilience qui est très importante. Donc, quand nous avons des rendez-vous sur les plus gros émetteurs que nous détenons, pour lesquels nous détenons des expositions, donc dettes principalement, nous avons des rendez-vous annuels dans lesquels nous échangeons non seulement sur les résultats financiers, mais aussi sur les engagements qu'ils prennent au niveau ESG. Et cela, pour nous, est clé parce que ça nous aide aussi à prendre des décisions sur la partie long terme, parce que nous faisons des investissements aussi long terme. Et ça peut aiguiller en fonction des discussions que nous avons et de la plus ou moins satisfaction de l'échange. On peut ajuster nos critères, nos contraintes d'investissement, soit en ajustant la contrainte maximale de maturité, soit en décidant de ne plus investir ou de désinvestir ou d'augmenter si les surprises sont bonnes à plus long terme. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, investissement. Je voulais citer 2 exemples parce que bon, alors je suis sur la partie investissement, mais quand même AXA est sur la partie assurance. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites au niveau de nos entités chez AXA. Et j'aurais deux exemples pour moi assez concrets sur cet aspect-là, qui est vraiment la promotion d'avoir une empreinte basse carbone. Et on a une de nos entités qui incite en fait leurs assurés à rouler moins. Et donc, ils proposent en fait, en fonction de leur kilométrage par rapport au kilométrage moyen du pays, de leur faire bénéficier d'une réduction dans les primes. Donc ça, c'est un des éléments. Et le deuxième, c'est en tant qu'assureur et au niveau de la gestion des sinistres,
AXA tient à vraiment participer sur la transition vers l'économie circulaire. Et là-dessus, on a notamment, pour les automobilistes, il y a une incitation à réparer pour les voitures les pièces endommagées. Et si les pièces ne sont pas réparables, ce n'est pas possible d'utiliser l'utilisation de pièces recyclées. Donc ça, c'est deux éléments pour moi qui sont assez concrets et qui montrent l'engagement aussi côté assurance. And thank you so much. So as we come towards the end of this session, and I'm extremely sorry, but I don't think we'll have time for audience Q&A, but our panelists will be around, I think, for a little bit at least here, maybe even the lunch, so please do catch them for exchange if you'd like to. But I think what we've tried to tackle in this session is, where are we after last year? I hope you got an inspiring sense that these speakers and panelists have been working really hard on implementation with many practical examples that you had. You have also been doing the same, and I hope when you meet again this time next year, there are an increasing number of practical steps and real emissions reductions that have been achieved. As you look at your watches for your lunch today, and as you think about all the work you have to do over the coming year, it's obviously always helpful to have a sense of the big priorities. What are your peers prioritizing? How to streamline efforts to be most effective? So for the concluding points, I'd like our panelists to share the main priorities they have for their organization and globally that they see for the finance industry to accelerate. And maybe I'm going to start over there, if I may, and just work my way down. Ok, merci. Donc concrètement, pour nous, les priorités très importantes, comme je le mentionnais depuis le début de cette intervention, pour nous, c'est la définition donc, du plan de décarbonation d'ici 2030, en accord avec la net zéro. Cela va aussi, pour nous, c'est un des grands défis parce que, je vais peut-être rementionner le point, mais la data est très importante. On a absolument besoin de données fiables et accessibles pour tout le monde et en lien harmonisé avec tous les autres acteurs pour pouvoir échanger ensemble. Le point, c'est qu'aussi, pour nous, ce qui est très important, c'est à la fois d'avoir des plans de décarbonation pour être sur la bonne trajectoire, mais aussi de financer la transition. Parce que pour nous, c'est un des piliers majeurs. Et le troisième point que je citerai serait, on en a très peu parlé là, mais on est quand même touché par la réglementation, puisqu'on a énormément de reporting à faire sur différents indicateurs, que ce soit environnementaux, sociaux, biodiversité, etc., qui ajoutent beaucoup d'activités à la fois pour nos asset managers, mais aussi pour l'assurance. Et ça a un impact important, mais qui est dans un bon sens parce qu'en fait, ça va nous permettre de pouvoir avoir des données reportées par les corporates, par les entreprises, et qui va nous permettre de pouvoir avancer parce que si on n'a pas de bonnes données, mettre en place nos plans d'action va rendre les choses beaucoup plus compliquées. Voilà. Thank you. And if I just keep going down the line. Ok. Pour moi, la priorité dans le cadre de notre secteur d'activité sur la finance carbone, c'est de continuer à démystifier, à changer un petit peu l'image de la finance carbone. Vous l'aviez dit en introduction, c'est un sujet qui a été controversé. Alors c'est vrai qu'il y a eu des projets qui ont pu être critiqués. Il y a eu un enjeu aussi sur les claims des entreprises autour de la communication parfois abusive sur la neutralité carbone. Donc c'est vrai qu'il y a eu tous ces enjeux-là. Mais je pense qu'en fait, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Ça reste quand même des mécanismes de financement qui sont super intéressants. C'est pas moi qui le dis, c'est l'accord de Paris. Si vous relisez un petit peu en détail l'article 6, il mentionne que les marchés carbone, et notamment le marché carbone volontaire, est un des outils essentiels pour atteindre l'objectif net zéro en 2050 et pour rester sous la barre des 1,5 degrés. Donc j'y pense qu'il faut vraiment redonner un petit peu ces lettres de noblesse à la finance carbone. Encore une fois, j'insiste sur ça, je pense que c'est un marché qui commence vraiment à avoir atteint une maturité certaine. Ça fait 15 ans que ça existe, il y a des standards, il y a des auditeurs, il y a des méthodologies de calcul reconnues, éprouvées. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment un outil
essentiel si on souhaite atteindre le net zéro. Il n'y a pas 50 solutions, de toute façon on doit réduire massivement les émissions, c'est la priorité absolue. Et après, pour atteindre le net zéro, on sera obligé de séquestrer les émissions incompressibles. Et donc pour ça, il n'y a pas 50 mécanismes, il y a le mécanisme de la compensation carbone, et il faut le faire dans le cadre de bonnes pratiques avec des projets certifiés, des méthodos, etc. Donc la priorité pour moi c'est ça, changer un petit peu cette image de la finance carbone et aussi continuer à sensibiliser, éduquer les acteurs de la finance sur ce type de projet. Parce que je pense que finalement le gros problème c'est qu'il y a un vrai manque de connaissances autour des mécanismes de la finance carbone. En fait, tout le monde en parle, tout le monde dit « Ah, c'est pas bien », mais en fait, très peu de gens connaissent vraiment les projets, très peu de gens connaissent les méthodologies de la certification, donc il faut continuer à sensibiliser les personnes, à les éduquer, à montrer que dans le financement de projets carbone, il y a des TRI intéressants et surtout, il y a de l'impact en plus des TRI. Donc voilà, c'est ça notre priorité. Donc nos priorités stratégiques sur l'ESG, elles sont il y a 3 axes. Le climat, au niveau de CAPSA, la biodiversité et l'enjeu social, hyper important, contribuer quand même à une société, à cette transition juste. Et justement, une priorité opérationnelle qui est un peu liée à ça et qui, pour nous, a un impact sur ces 3 enjeux, c'est justement la sensibilisation par la formation. Nous, on trouve que l'atelier, par exemple, de la fresque du climat est un très bon outil pour sensibiliser sur le climat, mais c'est aussi un outil collaboratif de partage. Et donc, on a décidé, en fait, de former nos participations à cet atelier, mais formées par nos soins. On a formé à l'intérieur de CAPSA les équipes d'investissement, ceux qui voulaient, là on est à peu près 10, à être animateurs de la fresque. Donc on anime en interne pour que tous les employés de CAPSA soient formés avant la fin de l'année et à partir de l'année prochaine auprès de toutes nos participations, et c'est directement nous qui allons y aller au niveau du management mais aussi de tous les employés à tous les niveaux, parce que à la fois c'est un moteur d'impact sur l'enjeu climatique et un moteur d'impact pour l'enjeu pédagogique de la compréhension du rôle du private equity auprès de nos PME ETI. Oui, merci. Alors, vous savez, nous, on est devenu entreprise émission il n'y a pas très longtemps et on a inscrit dans notre raison d'être d'accompagner nos clients pour qu'ils aient un impact positif dans les territoires. Et donc, travailler sur la décarbonation, le net zéro, c'est complètement au cœur de ce qu'on a à faire. Pour moi, je vois 3 priorités. La première, c'est d'être à côté de nos clients pour s'assurer que le niveau d'ambition qu'ils posent est le bon et challenger ça. Et ça suppose aussi d'être à leur côté sur la mesure, notamment de l'empreinte. La deuxième, c'est de sécuriser l'exécution. On en a beaucoup parlé. Sécuriser l'exécution de ces trajectoires. Et puis la troisième, c'est s'assurer, c'est garantir que l'information qui est disponible, qui remonte, elle est fiable, elle est transparente et elle permet de prendre des décisions. Et ça, du coup, pour nous, ça veut dire aussi ça veut dire investir pour nous, puisque pour vous donner un ordre de grandeur, l'organisation dont je m'occupe, le centre d'excellence ESG, on était 60 avant l'été, on est 80 aujourd'hui, et dans moins de 2 ans, on sera 150. Mais c'est aussi un effort de montée en puissance de l'ensemble de nos équipes de formation. On a engagé un plan de formation massif pour que tout le monde soit sensibilisé. On a des fresqueurs partout. On a maintenant plusieurs dizaines, pas loin d'une centaine de fresqueurs chez nous qui diffusent justement cette formation pour faire monter tout le monde en compétences. Parce que c'est aussi la clé. Et je terminerai en ça. On ne peut pas raisonnablement viser l'atteinte et la sécurisation de ces trajectoires si on n'a pas un niveau d'exigence très élevé et de qualité très élevée sur ce qui va être délivré. Fantastic. And then from my side, what are my priorities? So I'm on the Climate Champions, working closely in collaboration with the UN, with the Glasgow Financial Alliance for Net Zero, with all of you. So my number one priority as we look at a very uncertain world is to help maintain ambition and a science-based approach towards our actions and strong implementation. I hope you got a really good sense today of the practical steps that are underway and being taken. I'd very much like to thank the organisers who have gone from strength to strength from the 2014 May Paris Climate Finance Day today, both in helping convene leadership from this really important market in France, and also the international connectivity and cooperation that continues to be a part of Paris Climate Finance Day. So with that, thank you very much to our speakers. Thank you to you, the audience. Please enjoy the rest of today.